Alors nous continuons maintenant avec l'exemple numéro 3, au titre des études de fonctions, des fonctions logarithmes, toujours dans la leçon numéro 5. Alors cet exemple-là est scindé en 3 parties. La partie A, dans la partie A, on nous dit soit G, la fonction définie, est dérivable sur l'intervalle ouvert 0 plus infini, tel que G de x égale à 2 moins x carré moins ln de x. Et à 1A, on nous demande de calculer la limite de G en 0 et d'interpréter graphiquement le résultat. C'est donc une question à 2 volets. Petit b, calcule la limite de G en plus infini. Deuxième question, petit a, étudie les variations de G sur l'intervalle ouvert 0 plus infini. Petit b, dresse son tableau de variation. Donc le tableau de variation de la fonction G. Troisième question, petit a, montre que pour tout x appartenant à l'intervalle ouvert 0 plus infini, il existe un unique nombre réel alpha tel que G de alpha égale à 0. Petit b, démontre que alpha est compris entre 1,3 et 1,4. Petit 4, déduisant que pour tout x appartenant à l'intervalle ouvert 0 alpha, G de x est positif, et pour tout x appartenant à l'intervalle ouvert alpha plus infini, G de x est négatif. C'est donc la dernière question de la partie A. Là, ça concerne le signe de G de x. La partie B maintenant, on dit qu'on considère la fonction f définie sur l'intervalle ouvert 0 plus infini par f de x égale à x moins 1 plus 1 moins ln de x, le tout divisé par x. Et on désigne par grand C sa représentation graphique dans le plan menu des repères orthonormés OIJ. 1A, on nous demande de calculer la limite de f de x lorsque x tend vers 0 par valeur supérieure et interprète graphiquement le résultat. Donc c'est une question à 2 volets. Le premier volet consiste à calculer la limite de f de x à droite en 0 et le second volet, l'interprétation graphique du résultat donc obtenu. Petit b, calcule la limite de f de x quand x tend vers plus l'infini. Deuxième question, petit a, justifie que pour tout x appartenant à l'intervalle ouvert 0 plus infini, f' de x est égal à moins g de x sur x carré. Donc, la dérivée de f. Petit b, étudie les variations de f, puis dresse son tableau de variation. Là encore, c'est une question à 2 volets. On nous demande d'abord d'étudier les variations de f, et en second lieu, de dresser son tableau de variation. Alors, troisième question, petit a, vérifie que ln de alpha égale à 2 moins alpha au carré. Déduisant, petit b, déduisant que f de alpha égale à 2 alpha moins 1 sur alpha. 4a, démontre que la droite D d'équation y égale à x moins 1 est une asymptote à la courbe C en plus infini. Petit b, détermine les coordonnées du point A de la courbe C où la tangente est parallèle à la droite D. Petit 5, démontre qu'une équation de la tangente grand T à la courbe C au point d'abscisse E est y égale à 1 moins 1 sur E carré de tout facteur de x plus 1 sur E moins 1. La partie C, enfin, la dernière partie, on considère la fonction grand F définie sur l'intervalle ouvert 0 plus infini par grand F de x égale à 1,5 de x carré moins x plus ln de x moins 1,5 de ln de x au carré. Ln de x le tout au carré. Première question, vérifie que grand F est une primitive de petit f sur l'intervalle ouvert 0 plus infini. Et enfin, calcule grand F de E moins grand F de 1. Voilà donc l'énoncé de ce troisième exemple. Nous allons passer à la correction. Suivons donc avec beaucoup d'attention. Merci. Alors nous allons commencer la correction par la partie A. Dans la partie A, on nous a donné la fonction g définie par g de x égale à 2 moins x carré moins ln de x. Et à la première question donc petit a, c'est une question à 2 volets. On nous demandait de calculer la limite de g à droite en 0 et d'interpréter graphiquement le résultat. Donc, le premier volet, c'est le calcul de la limite. Calcul de la limite de g de x quand x tend vers 0 par valeur supérieure. Donc, on va dire que
quand x tend vers 0 par valeur supérieure à la limite de g de x, c'est donc la limite quand x tend vers 0 par valeur supérieure de, en remplaçant x par sa formule explicite, 2 moins x carré moins ln de x. Alors il se trouve que quand x tend vers 0, 2 moins x carré, qui est un polynôme, va tendre vers 2 moins 0, donc ça fait 2. ln de x va tendre vers moins l'infini, mais à cause du signe moins, ça va nous donner plus l'infini. Donc il n'y a pas de forme indéterminée. On peut dire ici, on sait que la limite lorsque x tend vers 0 par valeur supérieure de 2 moins x carré, bon, ici on n'a pas oublié de mettre par valeur supérieure parce que c'est un polynôme, c'est défini à gauche et à droite en 0. Donc ça nous fait 2 moins 0, ça me donne 2. Ensuite, la limite, quand x tend vers 0 par valeur supérieure de ln de x, c'est égal à moins l'infini, ce qui fait que la limite de moins ln de x quand x tend vers 0 par valeur supérieure, ça va nous donner plus l'infini. Alors, nous pouvons dire que la limite, quand x tend vers 0 par valeur supérieure de g de x, c'est égal à plus l'infini. Voilà la limite de g en 0. Alors, puisque nous obtenons une limite infinie à droite en 0, on dira que la courbe C de G admet une asymptote verticale qui est à la droite OJ, l'axe des ordonnées. Ou bien encore, on va dire que la droite OJ est une asymptote à la courbe C de G. Donc, interprétation, c'est le second volet de la question. Interprétation graphique. On va dire que la droite OJ est une asymptote à la courbe C de G. Alors, il faut le préciser à toutes fins utiles. Ici, l'asymptote est une asymptote verticale. Si on veut préciser la position, c'est une asymptote verticale. Et l'équation, c'est x égale à 0. Voici donc pour ce qui concerne la première question. La deuxième question, donc la deuxième partie de la question numéro 1, c'est la question B. On nous demande de calculer la limite de G en plus infini. Donc, je vais préciser. Calculons la limite de G en plus infini. Donc, on va dire que la limite, quand il s'appelle plus infini de G de x, est égal à la limite quand il s'appelle plus infini de 2 moins x carré moins ln de x. Alors nous savons que lorsque x s'appelle plus infini, 2 moins x carré a la même limite que son monombre de plus haut degré, c'est-à-dire moins x carré qui nous donne moins l'infini. Ensuite, la limite quand x s'appelle plus infini de ln de x, c'est égal à plus infini, c'est une limite de référence. Par conséquent, quand x s'appelle plus infini, l'opposé de ln de x va tendre vers moins l'infini. Nous avons finalement le premier terme qui est 2 moins x carré tend vers moins l'infini. Le second terme qui est moins ln de x tend aussi vers moins l'infini. Moins l'infini plus moins l'infini, ça nous donne moins l'infini. Donc, la limite quand x tend vers plus l'infini de g de x égale à moins l'infini.
Voici les limites de la fonction g, donc en 0 et en plus l'infini. La question 2a. À la question 2a, on nous demande d'étudier les variations de la fonction g. Donc, je marque 2a. Étudions les variations de g. On dit que pour tout x appartenant à l'intervalle ouvert 0 plus infini, g est dérivable et on a g' de x égale à la dérivée de 2 moins x carré moins ln de x. Donc, il faut rapidement signaler que les variations dépendent du signe de la dérivée. Voilà pourquoi nous calculons d'abord la dérivée de f, la dérivée de la fonction g, autant pour moi. Ici, nous avons à dériver une somme algébrique de fonctions. Donc, ça va donner la dérivée de la somme de cette fonction, va donner la somme des dérivées de chacune des fonctions. Donc, ça va nous donner la dérivée de 2 qui donne 0, moins la dérivée de x carré qui donne 2x, moins la dérivée de ln de x qui donne... Alors, nous récapitulons ici, ça nous fait 0 moins 2x, ça fait moins 2x, moins 1 sur x. Alors, nous pouvons mettre le moins en facteur et dans le même dénominateur, toute la somme. Ça fait donc 2x au carré plus 1, le tout sur x. Donc, voici g' de x. Il se trouve que là, nous sommes sur un intervalle bien précis, à savoir l'intervalle des nombres réels strictement positifs. Donc, sur cet intervalle-là, tous les nombres réels sont positifs. Et 2x carré plus 1 est aussi strictement positif. Le dénominateur x est positif, donc le quotient 2x carré plus 1 divisé par x est positif. Précédé du signe moins, donc la dérivée est donc strictement négative. Si la dérivée est strictement négative, cela veut dire simplement que la fonction g est strictement décroissante sur l'intervalle ouvert 0 plus l'infini. Alors, la seconde partie, c'est donc le signe de g' de x. Alors, on dit tout à l'heure que pour tout x appartenant à l'intervalle ouvert 0 plus infini, alors cette expression-là est strictement positive. Donc, on va dire donc moins 2x carré plus 1, le tout sur x, est strictement négatif. Alors, on va dire que pour tout x appartenant à l'intervalle de définition, g' de x est strictement négatif et g est strictement décroissante. Alors, nous allons dresser le tableau de signes. C'est le second volet de la question. Le tableau de variation plutôt. Alors, c'est un tableau à 3 lignes. La première ligne, c'est la ligne réservée à l'ensemble des définitions de la fonction g. Donc, c'est l'ensemble des réels qui sont strictement positifs. La seconde ligne, c'est réservé au signe de la dérivée de la fonction g. Et puis,
La troisième ligne, ce sont les variations de la fonction g. Comme la dérivée est strictement négative, on marque le signe là. Alors, la fonction n'est pas définie en 0, donc elle n'est pas dérivable en 0. Voilà. Elle est strictement décroissante. Alors, je vais bien faire la flèche là. Voilà. Et la limite trouvée tout à l'heure à gauche, à droite en 0, c'est plus infini. Et en plus infini, nous avons trouvé moins infini. Voici le tableau de variation de la fonction g. Alors, la question numéro 3 nous demande de montrer que sur l'intervalle ouvert 0 plus infini, il existe un unique nombre réel alpha tel que g de alpha égale à 0. Donc, je vais écrire ici la question 3A. Montrons qu'il existe un unique nombre réel alpha appartenant à l'intervalle ouvert 0 plus infini, tel que g de alpha égale à 0. Alors, cette question pouvait être reformulée autrement, à savoir, montre que l'équation g de x égale à 0 admet une solution unique alpha sur l'intervalle ouvert 0 plus infini. Donc, c'est une autre manière de poser cette question-là. Tu utilises le terme de valeur intermédiaire. Alors, nous allons dire que g est continue est strictement décroissante sur l'intervalle ouvert 0 plus infini. De plus, l'image par G de l'intervalle ouvert 0 plus infini, nous allons consulter le tableau de variation. Nous rendons compte que l'image de l'intervalle ouvert 0 plus infini par la fonction G est l'intervalle ouvert moins l'infini, ouvert plus infini, c'est-à-dire l'ensemble grand R. Alors je vais écrire sous forme d'intervalle d'abord, c'est-à-dire grand R. Or, 0 appartient à grand R, alors pour tout x appartenant à l'intervalle ouvert 0 plus infini, il existe un unique nombre réel, où on va dire, alors il existe un unique nombre réel alpha appartenant, je préfère cette forme, alors il existe, voilà, un unique nombre réel alpha appartenant à l'intervalle ouvert 0 plus infini, tel que g de alpha égale 0. Maintenant, on nous demande de démontrer que alpha, spécifiquement, est compris entre 1,3 et 1,3. 1,3 et 1,4. Donc, nous allons marquer petit b. Montrons que alpha est compris entre 1,3 et 1,4. Nous allons dire que l'intervalle ouvert 1,3, 1,4 est inclus dans l'intervalle ouvert 0 plus infini. Ce qui veut dire que tout ce que nous avons dit sur l'intervalle ouvert 0 plus infini reste valable sur le petit intervalle qui est l'intervalle ouvert à 1,3
1,4. De plus, donc en plus de cette information-là, l'image de 1,3 par G, ça fait 1,3. Non, on va écrire 2 moins 1,3 au carré. 2 moins 1,3 au carré moins ln de 1,3. Et ceci nous donne environ 0,048 qui est une valeur positive. G2, donc l'image de 1,4 par la fonction G, ça fait donc 2 moins 1,4 au carré moins ln de 1,4 et ceci donne environ moins 0,296 qui est une valeur négative. Finalement, on obtient que les deux images, à savoir l'image de 1,3 et celle de 1,4 par la fonction G, sont des signes contraires. Or, lorsque deux nombres sont des signes contraires, leur produit est négatif. Donc, on va écrire simplement que l'image de 1,3 multiplié par l'image de 1,4 est de signe négatif. C'est pour traduire le fait que les deux images sont de signes contraires. Alors, alpha appartient bel et bien à l'intervalle 1,3, 1,4. Alpha est compris entre 1,3 et 1,4 au sens strict. Nous allons maintenant passer à la dernière question qui est le signe de g de x sur l'intervalle ouvert 0 plus infini. Alors je reprends le tableau de variation pour la question numéro 4. Voilà, nous avons dit que sur l'intervalle ouvert 0 plus infini, il existe un unique nombre réel alpha dont l'image est 0. Et c'est à partir de cette image-là, à partir de la position de alpha, que nous allons trouver le signe, nous allons donner le signe de g de x. Donc c'est la question 4, le signe de g de x. Alors ici, on va dire que pour tout x, la première partie, pour tout x appartenant à l'intervalle ouvert 0 alpha, x est plus petit strictement que alpha et la fonction g est strictement décroissante. Est décroissante. Ce qui fait que g de x, on va dire que, donc, par une fonction décroissante, nous savons que deux nombres et leurs images sont rangés dans l'ordre contraire. Donc, on va dire que l'image de x et l'image de alpha vont être rangées dans l'ordre décroissant. Or, l'image de alpha est égale à 0. D'où g de x est supérieur à 0. Ensuite, on va dire que pour tout x appartenant à l'intervalle ouvert 0, ouvert alpha plus infini, x est supérieur à alpha.
X est du côté droit de alpha, X est supérieur à alpha, et G est décroissante. Donc, on va dire pour cela, G de X et G de alpha sont rangés dans l'ordre contraire que X et alpha. Puisque X est supérieur à alpha, donc G de X devient inférieur à G de alpha. C'est-à-dire G de X est négatif. En conclusion, on peut dire que, donc en conclusion, nous dirons que pour tout X appartenant à l'intervalle ouvert 0 alpha, G de X est strictement positif, et pour tout X appartenant à l'intervalle ouvert alpha plus infini, G de X est strictement négatif. Ce qui met donc un terme à la partie A. Nous allons passer maintenant à la partie B de notre exercice. Alors, nous passons maintenant à la partie B. La fonction qui nous est donnée, on l'a appelée f. Et son expression, c'est f de x égale à x moins 1 plus 1 moins ln de x, le tout sur x. On a dit qu'on désigne par grand C sa courbe représentative dans un repère nommé OIJ. Alors la première question, on nous a demandé de calculer la limite de f de x à droite en 0. Donc, nous allons écrire que la limite quand x tend vers 0 par valeur supérieure de f de x est égale à la limite lorsque x tend vers 0 par valeur supérieure. Nous allons remplacer donc f de x par son expression qui est x moins 1 plus 1 moins ln de x, et tout divisé par x. Alors quand x tend vers 0 par valeur supérieure, x moins 1 tend vers 0 moins 1, ça fait moins 1. 1 moins ln de x, numérateur là, 1 tend vers 1, le ln de x tend vers moins l'infini, à cause de ci, moins ça va donner plus l'infini. Donc, le numérateur va tendre vers plus l'infini, le dénominateur va tendre vers 0. Nous allons donc scinder le deuxième terme, le deuxième grand terme. On va considérer que le premier terme, c'est x moins 1. Et le deuxième terme, ça va être 1 moins ln de x, et tout suite. On va scinder cette fraction, ce quotient-là, sous la forme d'un produit. Donc, on va réécrire pour dire que ça nous donne la limite quand x tend vers 0 de x moins 1, je mets des crochets, plus 1 sur x facteur de 1 moins ln de x. En ce moment, nous allons faire ressortir les limites de référence que nous allons détailler à côté. On sait que la limite, lorsque x tend vers 0, de x moins 1, bon, c'est une fonction polynôme qui est définie donc à droite et à gauche en 0, donc il n'y a pas de souci. Donc quand x tend vers 0, la limite de x moins 1 est égale à 0 moins 1, c'est-à-dire moins 1. Ensuite, la limite lorsque x tend vers 0 de 1 sur x est égale à plus infini. La limite, donc je marque une accolade là. Quand x tend vers 0 par valeur supérieure, 1 a pour limite 1. Moi j'ai fini. Donc ici, je vais écrire ici que voilà. Ok, donc
enfin, la limite quand x tend vers 0 par valeur supérieure de 1 de point ln de x d'abord, plus infini. Donc, la limite de 1 moins ln de x, ça va donner plus l'infini. Et la limite de 1 sur x va donner plus l'infini. Donc, je vais dire la limite, quand il s'en va 0 de 1 moins ln de x, va donner ça. Et la limite donc, de ce produit-là est égale à plus l'infini. Alors, la limite quand il s'en vers 0 par valeur supérieure de f de x égale à plus l'infini. Alors, l'interprétation que nous pouvons faire de cette limite, c'est que nous avons une limite infinie à droite en 0. Donc, la droite d'équation x égale à 0, donc l'axe des ordonnées, est une asymptote à la courbe CDF. Donc, je vais marquer interprétation. On va dire que la droite c'est-à-dire l'axe OJ est une asymptote. Alors si nous devons préciser sa position, elle est verticale à la courbe grand C. Voici l'interprétation que nous devions faire. La question petit b, nous demande de calculer la limite de f de x en plus infini. Donc la limite de f en plus infini, on va dire que quand x tend vers plus infini, la limite de f de x, donc on va écrire x moins 1 plus 1 moins ln de x, le tout sur x. Alors quand x tend vers plus infini, le premier terme est un polynôme x moins 1, donc en plus infini, à la même limite que x, qui est son terme de plus haut degré, donc ça va donner plus infini. Et le deuxième terme, la deuxième fonction qu'on va considérer comme le deuxième terme, qui est un quotient, au numérateur nous avons 1 qui va tendre vers 1, ln de x, moins ln de x va tendre vers moins l'infini, parce que ln de x tend vers plus infini. Donc le numérateur va tendre vers moins l'infini, et le dénominateur va tendre vers plus infini. Donc nous avons une forme indéterminée de la forme de type infini sur infini. Nous allons donc réécrire cette expression-là. On va dire que on va scinder plutôt. Ça va nous donner 1 sur x moins ln de x sur x. Donc je vais écrire sous la forme de deux fractions, de la somme de deux fractions, la somme algébrique de deux fractions ayant le même dénominateur. Or ici nous avons essentiellement des limites de référence. La limite de x moins 1 plus infini, c'est la limite de son terme de plus haut degré, qui est x, donc ça fait plus infini. Ensuite, la limite en plus infini de 1 sur x, c'est égal aussi à la limite
quand x tend vers plus l'infini de ln de x sur x est égal à 0. Voilà. Donc ici, je préfère scinder en deux pour dire que ça fait 0 et ça aussi, ça donne 0. Voilà, donc on peut récapituler pour dire que la limite de g de x, donc je vais repousser un peu vers le haut pour qu'il y ait de la place, voilà, afin de tirer la conclusion là. Donc je vais dire la limite, quand x tend vers plus l'infini de 1 sur x égale à 0, et la limite quand x tend vers plus l'infini de ln de x sur x égale aussi à 0. Donc 0 moins 0, ça fait 0. On va dire donc la limite lorsque x tend vers plus l'infini de g de x égale à plus l'infini. Je vais donc encadrer ce résultat. Voici. Non, nous sommes avec la fonction f. Attention. On a fini avec la fonction g. Voilà. La limite de f de x en plus l'infini. Là, il n'y avait pas d'interprétation à faire. Voilà pourquoi on ne nous a pas demandé d'interprétation pour l'instant. Sauf si nous ajoutons la limite de f de x sur x en plus infini et en fonction de ce résultat, on peut nous demander d'interpréter. Et si ce n'est pas demandé, donc nous s'arrêtons à ce niveau-là. On va maintenant passer à la question 2a. Allons-y avec la question 2a maintenant. Alors, on nous demande de justifier l'expression de la dérivée de f. Justifions que pour tout x strictement positif, f' de x égale à moins g de x sur x carré. Alors, nous allons dire que la fonction f est dérivable sur l'intervalle 0 plus infini et on a f' de x. Alors, voilà, ça nous donne la dérivée de cette expression qui est égale également à la dérivée de x moins 1 plus la dérivée de 1 moins ln de x, le tout sur x. La dérivée de x, c'est 1. La dérivée de moins 1, ça fait 0. Donc, la dérivée de x moins 1, ça fait 1. Plus, là, nous avons un quotient de la forme u sur v. Lorsque nous voulons dériver cette expression, ça nous donne la dérivée de u fois v moins u fois la dérivée de v, le tout sur v au carré. Donc, si ça va nous donner la dérivée du numérateur multiplié par le dénominateur, moins la dérivée du dénominateur multiplié par le numérateur, le tout divisé par le dénominateur au carré. Voilà, donc ça, je peux effacer. Ça nous donne ensuite 1 plus, alors le dénominateur ne change pas, donc je l'écris déjà. La dérivée de 1, ça fait 0. La dérivée de moins ln de x, ça fait moins 1 sur x, multiplié par x. La dérivée de x, c'est 1, donc multiplié par 1 moins ln de x. Donc, moins un facteur de 1 moins ln de x. Alors ici, j'ai écrit encore 1 plus moins 1 sur x multiplié par x, ça fait moins 1, moins 1 encore, plus ln de x. Et en réduisant même le dénominateur, on aura donc x carré, moins 1 plus moins 1, ça fait moins 2, plus ln de x. Le tout divisé par x au carré.
voici l'expression de f' de x que je peux encadrer. Mais on nous demande de montrer que f' de x égale à moins g de x sur x carré. Donc, s carré moins 2 plus ln de x. Nous allons mettre moins 1 en facteur pour voir ce que ça va nous donner. Donc, on va transformer l'expression de f' de x en mettant moins en facteur. Et au numérateur, nous avons, si nous mettons un moins en facteur, ça va nous donner moins x au carré plus 2 moins ln de x. Le tout sur x carré. Ce qui donne encore, alors je vais l'écrire ici, ce qui donne encore, je mets le signe moins devant la barre de fraction, et je peux commencer par 2 moins x carré moins ln de x. Le tout sur x carré. Voici l'expression de f' de x. Et nous savons que 2 moins x carré moins ln de x, c'est aussi g de x. Donc, on va dire que pour tout x appartenant à l'intervalle ouvert 0 plus infini, f' de x est bel et bien égal à l'opposé de g de x sur x au carré. Voilà, je vais encadrer en couleur pour dire que c'est le résultat final. Ici également, ce résultat intermédiaire là, je peux l'encadrer. Voilà ce qu'on nous demandait de démontrer. Et à partir de là, on nous invite à étudier les variations de la fonction f. Donc, la question B. Les variations de la fonction f, plutôt. Alors, nous allons utiliser le signe de la dérivée de f pour étudier les variations de f. Et comme f' de x, qui est la dérivée donc, est égale à moins g de x sur x carré, qui est un quotient, nous constatons que le dénominateur, pour tout x appartenant à cet intervalle, le dénominateur est toujours positif strictement. Donc, le signe de la dérivée de f va dépendre du signe de g de x. Donc, nous écrivons ici, pour tout x appartenant à l'intervalle ouvert 0 plus infini, x carré est toujours positif, donc le signe de f' de x dépend de celui de g de x. Et en utilisant la partie A de notre exercice, la partie A, la dernière question, donc la question 4 nous dit que pour tout x appartenant à l'intervalle ouvert 0 alpha, g de x est positif, et pour tout x appartenant à l'intervalle ouvert à alpha plus infini, g de x est négatif. Donc on va dire, or, pour tout x appartenant à l'intervalle ouvert 0 alpha, g de x est, on nous a dit, strictement positif. Voilà, donc j'ai écrit strictement positif. Et pour tout x appartenant au second intervalle, c'est-à-dire l'intervalle des nombres réels strictement supérieur à alpha, g de x est négatif. Donc on va dire que pour tout x appartenant à l'intervalle ouvert 0 alpha, f' de x, puisque g de x est positif sur cet intervalle, donc f' va être de signe contraire. Et f est strictement décroissante. Ensuite, pour tout x élément de l'intervalle ouvert alpha plus infini, f' de x, et le signe contraire de g, va être cette fois-ci positif,
et f va être strictement croissante. Voici les variations de f. Nous allons à présent passer au tableau de variation de la fonction f. Donc le second volet de la question 2b, on a mis 2b, le centre de variation. Donc le second volet, c'est le tableau de variation. Alors, voilà le tableau de variation. Voilà, la deuxième ligne est réservée au signe de la dérivée et la troisième, les variations de la fonction f. Cette fonction n'étant pas définie en 0, elle ne peut pas être dérivable en 0. Et on a dit que le 0 de la dérivée, c'est alpha. Et donc, à gauche de cette dérivée, à gauche de alpha, pardon, la dérivée est négative et à droite, elle est positive. Nous avons obtenu comme limite à droite en 0 plus infini. En plus infini également, nous avons obtenu plus infini. Et là, c'est l'image de alpha. Donc, la fonction va décroître jusqu'à f de alpha. Et puis, elle va croître après. Voilà le tableau de variation. Alors, toujours dans la partie B, la troisième question en petit a, on nous demande de vérifier que ln de alpha égale à 2 moins alpha carré. Donc 3a vérifions que ln de alpha égale à 2 moins alpha carré. Donc, on va dire que on sait que g de alpha égale à 2 moins alpha au carré moins ln de alpha. Or, g de alpha égale à 0. Donc, 2 moins alpha au carré moins ln de alpha égale à 0. C'est-à-dire que ln de alpha égale à 2 moins alpha carré. Voilà. Après quoi, on nous demande d'en déduire que f de alpha égale à 2 alpha moins 1 sur alpha. Déduisons que f de alpha égale à 2 alpha moins 1 sur alpha. On sait que f de x, je vais rappeler ça, c'est x moins 1 plus 1 moins ln de x, le tout sur x. Donc f de alpha, ça va donner alpha moins 1 plus une barre de fraction, 1 moins ln de alpha, le tout sur alpha. Or, nous venons de montrer que ln de alpha égale à 2 moins alpha carré. Est-ce que le notaire nous demande de montrer l'expression de f de alpha? Il n'y a pas de terme qui contient ln de alpha. Par conséquent, nous allons remplacer ln de alpha qui se trouve dans l'expression de f de alpha par son expression que nous avons obtenue ici. Donc, ça va nous donner alpha moins 1 plus 1 moins, entre parenthèses, 2 moins alpha carré qui est égal à ln d'alpha. Le tout sur alpha. Donc, ça nous donne encore alpha moins 1 plus, au numérateur, nous avons maintenant 1 moins 2
plus alpha au carré, et tout sur alpha. Et je vais prendre ces différentes fractions au même dénominateur. Le dénominateur commun, c'est alpha. Donc, on va multiplier ici par alpha. Ça nous fait alpha au carré, moins alpha, plus 1 moins 2, ça nous fait moins 1. Donc, j'ai écrit moins 1, parce que 1 moins 2, ça donne moins 1, plus alpha au carré. Le dénominateur, c'est toujours alpha. Alpha carré plus alpha carré, c'est égal à 2 fois alpha au carré, moins alpha, et puis moins 1. Voilà, f de alpha. Alors, nous avons une somme de 3, nous avons une fraction dont le numérateur contient 3 termes et le dénominateur un seul terme. Donc, on peut scinder sous la forme d'une somme algébrique de 3 fractions. Ce qui va nous donner 2 alpha au carré sur alpha, moins alpha sur alpha, moins 1 sur alpha. Après simplification, nous obtenons ici 2 alpha. Alpha sur alpha, ça fait moins 1. Et puis 1 sur alpha. Voilà l'expression que l'énoncé nous a demandé d'obtenir. Et voilà, j'encadre pour dire que c'est fini pour cette question. Maintenant, on nous donne une valeur approchée de alpha et l'énoncé nous demande de déduire la valeur de f de alpha. Donc, en prenant, donc on va mettre petit c, valeur de f de alpha, où alpha égale à 1,3. Alors, si alpha égale à 1,3, on va dire f de alpha égale donc à 2 facteurs de 1,3 moins 1, moins 1 sur 1,3. Et lorsque nous effectuons tout le calcul, nous obtenons une valeur approchée à l'ordre 3 qui est 0,831. Bon, ça, vous le faites avec la calculatrice scientifique, ce n'est pas du tout compliqué. Voilà pour la question petit c de la partie B. Nous passons maintenant à la 4e et avant-dernière question de la partie B. Dans la question 4, à sa première partie, donc 4a, montrons que l'équation, la droite d'équation est égale à x moins 1 plutôt. La droite, montrons que la droite d'équation y égale à x moins 1 est asymptote à la courbe C en plus l'infini. Alors, pour le démontrer, il faut calculer la limite quand x tend vers plus l'infini de la différence f de x moins y. Donc, nous écrivons que la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x, on va remplacer f de x par son expression qui est x moins 1 plus 1 moins ln de x sur x moins x moins 1 qui est la valeur de y. Alors, x moins 1, on n'a pas besoin de le déplacer, on peut le simplifier. X moins 1 et son opposé, donc. La limite devient simplement la limite quand x tend vers plus l'infini de 1 moins ln de x sur x. Et ici, nous pouvons réécrire cette limite sous la forme d'une somme de deux fractions ou différentes deux fractions qui ont le même dénominateur. Ça nous donne 1 sur x, la limite de 1 sur x moins ln de x sur x. Or, en plus infini, nous savons que la limite de 1 sur x est égale à 0 et la limite
de ln de x égale aussi à 0. Par conséquent, moins ln de x sur x va tendre vers 0. Alors, la limite de f de x moins y en plus infini est égale à 0. Et c'est le résultat attendu. Nous pouvons conclure que la droite D d'équation y égale à x moins 1 est donc une asymptote. Alors ici, si nous devons préciser la position, comme le coefficient directeur est différent de 0, c'est une asymptote oblique. Donc on peut mettre en parenthèse oblique. Quand je mets une parenthèse, ça veut dire que c'est facultatif. C'est donc pas obligatoire. Voilà. Alors ici, on peut nous demander de déterminer la position relative de la courbe C et de son asymptote. Bon, on a déjà fait ça une fois, donc c'est pour ça que je n'ai pas demandé ici. La question petit b, on nous demande de trouver les coordonnées du point A où la tangente à la courbe C est parallèle à la droite D. Alors, comment ça va se présenter? Je vais schématiser à peu près. Voici le repère, un aperçu du repère orthonormé OIJ. Si par exemple, voilà la droite D, qui a pour équation y égale à x moins 1, bon, elle passe par le point de coordonnées 1, 0, donc par le point I. Et puis bon, son coefficient directeur c'est 1, donc ça va être une droite qui a une allure ascendante. Bon, je fais à peu près comme ça. Voilà. Alors, si la courbe, par exemple, si nous avons la courbe telle que le tableau de variation avait donné les choses, alors si nous avons une courbe comme ça, voilà. Alors, on a une courbe qui a une allure comme ça, par exemple. Et on a dit que la droite est asymptote, donc ça ne peut pas être comme ça. Voilà, ça va être quelque chose. Bon, on va avoir quelque chose comme ça à peu près. Voilà. Alors, si on veut le point A où la tangente est parallèle à la droite D, donc si j'appelle ici le point A, bon, donc la tangente va avoir une allure comme ça. Donc c'est cette tangente qui est là. Voilà. C'est de ça qu'il est question. Donc, nous allons dire qu'une équation de cette tangente-là une équation de cette tangente est y égale à f' de xa, donc en supposant que les coordonnées de A sont donc xa, ya. Donc f' de xa facteur de x moins xa plus f de xa. Alors, et la droite D a pour équation y égale à x moins 1. Alors, dire que la tangente T en question, on va appeler ça la tangente T en A. La tangente en A est parallèle à la droite D, alors le coefficient directeur de cette tangente-là est égal aussi au coefficient directeur de la droite D. Or, la droite D a pour coefficient directeur 1. Donc, on va dire que f' de xa, qui est le coefficient directeur
de la tangente au point d'abscisse A est égal à 1. Donc c'est cette équation-là que nous allons résoudre pour montrer qu'il existe effectivement un seul point. Si nous trouvons deux valeurs de x, on dira qu'il existe deux points de la courbe C où la tangente est parallèle à la droite D. Si on en trouve trois, on dira qu'il existe trois points. Donc nous allons résoudre cette équation. Donc on va dire que f' de xa égale à 1. F' de x, c'est moins g de x. Donc f' de xa, ça va faire moins g de xa sur xa carré. F' de x, on a dit c'est moins g de x sur x carré. Donc f' de xa, c'est g de xa sur moins g de xa, pardon, sur xa carré. Ceci égale à 1. Nous allons remplacer moins g de x par son expression, faire un produit en croix. Donc, ça va nous donner moins g de x, qui est en réalité 2 moins x de a au carré, moins ln de x de a est égal à x a au carré. Nous allons développer. Ça nous donne moins 2 plus x a au carré plus ln de xa et tout ceci égale à xa au carré. On peut donc simplifier l'équation par x de a au carré, ce qui nous conduit à ln de x de a moins 2 égale à 0. Ça veut dire que ln de x de a égale à 2, ou encore ln de x de a égale à 2 fois ln de e. Ce qui veut dire que ln de x de a égale à ln de e au carré, alors x de a égale à e au carré. Nous obtenons donc une seule valeur de x, solution de cette équation f' de xa égale à 1. Alors, il existe un seul point A de la courbe C où la tangente est parallèle à la droite D. Nous allons maintenant, puisque l'énoncé nous a demandé de trouver les coordonnées du point A, on a trouvé l'abscisse de A, nous allons calculer son ordonnée. Alors nous avons trouvé que l'abscisse du point A est égale à E au carré. Donc son ordonnée qui est égale à l'image de x de A est aussi égale à f de E au carré. Or f de x, l'expression est là, c'est x moins 1 plus 1 moins ln de x, le tout sur x. Donc y de A, ça va donner E au carré moins 1 plus 1 moins ln de E au carré sur E au carré. Voilà, donc ça nous donne encore E au carré moins 1 plus 1 moins 2 ln de E sur E au carré. Fait E au carré moins 1 plus 1 ln de E, ça fait 1, donc ça fait 1 moins 2 sur E au carré. Ce qui nous donne encore E au carré moins 1. 1 moins 2, ça fait moins 1. Ça fait moins 1 sur E au carré. Donc, voici l'ordonnée du point A. Nous allons donc dire que je vais mettre d'où A a pour coordonnée E au carré et E au carré moins 1 sur E au carré. Alors voici les coordonnées du point E, du point A, pardon, où la tangente à la courbe est parallèle à la droite D. La dernière question de la partie B, on nous demande de trouver
de démontrer qu'une équation de la tangente à la courbe C au point d'abscisse E est y égale à 1 moins 1 sur E carré, le tout facteur de x plus 1 sur E moins 1. Donc, nous allons répondre à cette question. Donc, équation la tangente T à la courbe C au point d'abscisse E. On va dire que cette tangente-là a pour équation y égale à f' de E facteur de x moins E plus f de E. Alors, il nous faut calculer donc, dans cette expression, il nous faut calculer f' de E et f de E pour avoir l'équation. Nous savons que f' de E, c'est moins g de E sur E au carré. Voilà, donc, ça nous fait moins, alors, en parenthèse ici, 2 moins E au carré, moins ln de E sur E au carré. Voilà. Donc, ça nous donne encore 2 moins E au carré, ln de E, ça fait 1. Donc, le tout sur E au carré. Donc, f' de E, ça me fait moins 2 moins 1, ça fait 1. 1 moins E carré, le tout sur E carré. Autrement dit, ça fait E carré moins 1, le tout sur E carré. Ou encore, si nous voulons scinder sous la forme d'une somme de deux fractions, ça va donner E au carré sur E au carré, moins 1 sur E au carré. Ce qui fait que f' de E égale finalement à 1 moins 1 sur E carré. Voilà f' de E. Et f de E, nous avons l'expression de f de x là, sous nos yeux. Ça fait E moins 1 plus 1 moins ln de E, le tout sur E. Ce qui nous donne encore E moins 1 plus, alors là ça fait 1 moins ln de E, ça fait 1. Donc 1 moins 1 ça fait 0, 0 sur E ça fait 0. Donc f de E finalement c'est égal à E moins 1. Alors l'équation, ça fait sur cette expression-là, l'expression de f' de E, donc le nombre dérivé de f en E, qui est 1 moins 1 sur E carré, le tout facteur de x moins E plus E moins 1. Et lorsque nous faisons le développement de ce premier terme-là, de ce premier facteur-là, ça nous fait donc 1 moins 1 sur E carré, le tout facteur de x, moins E, alors moins E facteur de 1, ça fait moins E, donc, et puis moins E facteur de moins 1 sur E carré, ça fait plus E sur E carré, ça fait plus 1 sur E. Alors ça donne encore plus 1, plus E moins 1. Voilà. Et finalement, nous avons moins E plus E qui se simplifie et va rester y égale à 1 moins 1 sur E au carré, le tout facteur de x, plus 1 sur E moins 1. C'est ce que nous avait demandé de retrouver comme expression de la tangente à la courbe C au point d'abscisse E. Voici donc ce qui met un terme
à la partie B. Nous allons passer à la partie C maintenant. Alors, nous avons fini avec les deux premières parties. Nous allons boucler cet exercice à la partie C. La partie C, ça nous donne une fonction grand F définie sur l'intervalle ouvert 0 plus infini par grand F de x égale à 1 demi de x carré moins x plus ln de x moins 1 demi de ln de x élevé au carré. Alors, ici, il faut dire qu'on pourrait réécrire cette expression-là sous la forme de moins 1 demi de ln carré de x. Là, c'est ln de x qui est élevé au carré et non le x. Donc, le carré ne doit pas bouger. Alors, on nous demande à la première question de montrer que grand F est une primitive de petit f. Montrons que grand F est une primitive de petit f sur l'intervalle ouvert 0 plus infini. Alors, dire que une fonction grand F est une primitive d'une fonction petit f sur l'intervalle i donné, ça veut dire simplement que sur cet intervalle-là, grand F est dérivable et que sa dérivée est égale à petit f. C'est tout. Donc, nous allons dériver grand F pour voir si grand F' de x donne petit f. Et dès que cette dérivée donne petit f, alors on va conclure que grand F est une primitive. Donc, naturellement, j'allais dire logiquement, c'est ce qui devait être. Si on nous avait demandé vérifier si oui ou non grand F est une primitive de petit f, en ce moment, il y avait deux alternatives. Soit on trouve que la dérivée de grand F est égale à petit f, en ce moment, on dirait que grand F est une primitive de petit f, ou bien on trouve que la dérivée de grand F n'est pas égale à petit f, et en ce moment, on dirait que grand F n'est pas une primitive de petit f. Mais ici, l'on nous a demandé de montrer que grand F est une primitive de petit f, ça veut dire que grand F est une primitive. Et donc, nous allons le vérifier. On va dire que grand F est dérivable sur l'intervalle ouvert 0 plus infini. Et on a grand F' de x. Alors, ça va nous donner donc, on va dire, la dérivée de 1 demi de x carré moins x plus ln de x moins 1 demi de ln de x. Voilà, donc, c'est la dérivée de tout ça. Ce qui nous donne encore la dérivée de 1 demi de x carré. Ça va faire 1 demi fois la dérivée de x carré, qui est égal à 2x. Moins la dérivée de x, qui est égal à 1, plus la dérivée de ln de x, qui est égal à 1 sur x, moins 1 demi. Alors nous avons ici la dérivée de u exposant n. Si nous donne n fois la dérivée de u fois u exposant n moins 1, notre n égale à 2, nous allons nous donner 2 fois la dérivée de ln de x, qui est 1 sur x, multiplié par ln de x à la puissance 2 moins 1, c'est-à-dire 1. Donc, voilà la dérivée. On a fini le calcul de la dérivée. On va réajuster un peu les calculs. Donc, 1 demi fois 2x, ça fait 2x sur 2x. 2x sur 2, ça fait x. Moins 1, plus 1 sur x. Alors, 1 demi fois 2, ça fait 1. 1 fois 1 sur x, ça fait 1 sur x, ln de x. Et donc, ici, nous avons une somme algébrique de 3 termes qu'on peut rendre au même dénominateur. Alors ici, on va garder ça. X moins 1, il y a 2 termes qui ont le même dénominateur, à savoir 1 sur x, et puis moins 1 ln de x sur x. Donc ça, on peut réécrire sous cette forme. 1 moins ln de x, de tout sur grand x. De tout sur x, pardon. Or, cette expression, c'est petit f de x. Alors, puisque nous venons de trouver que
la dérivée de grand F est égale à petit f, on conclut simplement que grand F est une primitive de petit f sur l'intervalle donné. Alors, on va dire grand F est une primitive de petit f sur l'intervalle ouvert 0 plus infini. La dernière question maintenant, on demande de calculer grand F de E moins grand F de 1. Alors, grand F de E moins grand F de 1. On va remplacer x par E dans l'expression de f de x. Donc, ça va faire 1 demi de E au carré moins E plus ln de E moins 1 demi. Alors, je n'aurai pas assez de place, donc je vais réduire l'écriture pour que je puisse avoir de l'espace. On va dire grand F de E moins grand F de 1. Voilà. Donc, ça nous donne 1 demi de E au carré moins E, c'est dans l'expression de grand F de x que nous prenons. Voilà, ça, plus ln de E moins 1 demi de ln de E, le tout au carré. Moins, maintenant, grand F de 1. Alors, grand F de 1, ça va donner 1 demi fois 1 au carré, ça fait 1 demi. Donc, 1 au carré, ça fait 1. Donc, 1 demi fois 1, ça fait 1 demi. Moins 1, plus ln de 1, moins 1 demi de ln de 1 au carré. Voilà. Ça nous donne encore 1 demi de E au carré, moins E. ln de E, ça fait 1, moins 1 demi, multiplié par ln de E, ça fait 1. Donc, nous élevons 1 au carré. Moins, entre parenthèses, 1 demi moins 1, ça fait moins 1 demi. ln de 1, ça fait 0. Moins 1 demi fois 0. Puisque ln de 1 fait également 0. 0 au carré, ça fait 0. Donc ici, ça nous donne 1 demi de E au carré moins E plus 1 moins 1 demi. 1 demi fois 1 au carré c'est 1. 1 demi fois 1, ça fait 1 demi. Donc moins 1 demi. Moins 1 demi, ça fait plus 1 demi. Moins, alors là, tout ça c'est 0, donc ça fait plus 0. Plus 0, ça fait 0. Moins 1 demi fois 0, ça fait 0. Voilà. Donc, voici ce qui nous reste. Parce que on peut simplifier là. On a moins 1 demi et plus 1 demi. Donc, il nous reste au finish 1 demi de E au carré. Voilà. Donc, ça nous donne 1 demi de E au carré plus 1 moins E. Donc, ça fait F de E moins grand F de 1. Voilà. Ce que l'on devait avoir comme résultat final. Ceci met donc un terme à cet exemple numéro 3. C'était l'avant-dernier exemple. Merci pour votre attention.